Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast qui sera aussi en vidéo, voilà, tout simplement parce que c'est un sujet important que je voulais aborder, que j'ai déjà abordé dans mes précédents podcasts, surtout ceux que j'avais fait au mois de décembre où j'avais parlé des règles, etc. Donc là c'est un petit peu la continuité, mais c'est plus spécifique à la maladie qui est l'endométriose, donc on va parler de ça aujourd'hui. Je vais parler surtout de mon expérience avec cette maladie. J'ai fait des trucs généraux, mais on va dire surtout je vais parler de mon expérience, de mon vécu, de mon ressenti, etc. etc. C'est une maladie qui peut être différente pour toutes les personnes qui la vivent. Donc voilà, c'est juste à titre d'information pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou pour ceux qui se demandent ce que c'est, ou pour ceux qui vivent aussi, pour que vous ne vous sentiez pas seul et que vous ayez aussi un autre témoignage d'une autre personne qui ressent, etc. Parce que moi je trouve ça super intéressant d'avoir plusieurs témoignages de personnes qui vivent l'endométriose. Encore une fois c'est personnel, mais voilà, donc du coup on va parler de ça. Donc déjà pour ceux qui viendraient et qui ne savent pas du tout ce que c'est l'endométriose, qui ont besoin d'un petit rappel, je vais vous expliquer ce que c'est avec la définition d'internet, voilà, parce que ce sera plus simple qu'avec mes mots. Donc l'endométriose c'est une maladie gynécologique inflammatoire et chronique qui touche près de 10% des femmes. Elle se caractérise par la présence de tissus semblables à celui de la muqueuse de l'utérus, appelée endomètre, en dehors de la cavité utérine. Cette affection peut provoquer des douleurs pelviennes chroniques et affecter la qualité de vie des femmes. Du coup, en fait, il va y avoir des sortes de petites liaisons qui vont se former, comme ils ont dit, sur l'endomètre ou en dehors. C'est un petit peu pas trop clair, mais voilà, il y a des petites liaisons qui vont se former à ce niveau-là en fait. Et je sais qu'il y a aussi l'adénomiose, où c'est des liaisons aussi, mais ce n'est pas les mêmes, il me semble. Bon après, bon voilà, c'est juste pour faire un petit point. C'est des maladies qui se ressemblent beaucoup d'ailleurs, donc faites attention si jamais vous avez des symptômes. Des fois les symptômes de l'endométriose et de l'adénomiose sont quand même assez proches. Il y a les douleurs pelviennes, les douleurs chroniques, etc. etc. Donc si jamais vous avez quelques symptômes que vous reconnaissez, que vous pensez que ça peut être une endométriose, n'hésitez pas aussi à regarder les symptômes de l'adénomiose parce que des fois ça peut être une adénomiose. Voilà. Bref. Je vais tout simplement commencer par raconter mon histoire, sachant que du coup, bah, comme je l'ai dit, j'ai pas trop envie de faire une répétition sur mon podcast que j'avais fait sur les règles, mais dans mon podcast sur les règles, je parlais plus vraiment de mon expérience avec les règles de manière générale, mais forcément ça a touché l'endométriose aussi, mais à l'époque j'étais pas forcément diagnostiquée officiellement entre de grosses guillemets, mais voilà, du coup je parlais plus de mon ressenti avec les règles, etc. Mais là je vais un peu parler du même parcours, mais je vais plus centrer sur cette maladie. Je vais essayer. Du coup, moi, dès que j'ai eu mes toutes premières règles, en fait, c'était horrible. Voilà, j'ai eu vomissement, très très fort, très très fort, très très mal au ventre, à l'utérus du coup, mais vraiment où je me pliais en quatre, aucune position n'était confortable. C'est arrivé en pleine nuit, donc vraiment en pleine nuit, je me réveillais avec une douleur horrible, aucune position n'était confortable et je vomis toute la nuit. Et j'avais très très mal en bas du ventre, je ne savais pas du tout ce que c'était. Évidemment, mes parents m'avaient déjà parlé des règles, etc. Enfin voilà, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Je sais pas ce qui m'arrivait en fait parce que j'étais dans un état mais pas possible, et quand moi, mes parents ou ce que je m'étais renseignée sur les règles m'avaient raconté ce que c'était, ce n'était pas ça, ça ne pouvait pas être ça. On m'a jamais parlé de telle douleur, donc vous voyez, j'ai pas fait le rapprochement dans ma tête, mais j'avais extrêmement mal. Et en fait c'est le lendemain quand je suis allée aux toilettes que j'ai vu que j'avais du sang dans ma culotte, etc. Donc là en fait panique à bord parce que on s'est dit ok, en fait ça va être ça tout le temps, genre ça va être des nuits comme ça, des trucs comme ça tout le temps. Spoiler alert, un peu, oui, parce que après, bah, quand j'ai eu mes autres règles, les mois précédents, les mois d'après plutôt, je faisais des malaises. Très souvent, ça m'arrivait de tomber dans les pommes, de faire des malaises, que ce soit en public, voilà, des fois je m'écroulais, voilà, ça m'est déjà arrivé, c'est horrible, c'est horrible. Je pouvais pas tenir debout, je me suis déjà retrouvée à quatre pattes dans des endroits parce que je ne peux pas tenir debout tellement la douleur est insupportable. Donc vraiment une fois j'étais allée faire les courses et je marchais à quatre pattes dans le magasin. Je marchais à quatre pattes dans le magasin parce que c'était impossible pour moi de tenir debout. Je faisais que croiser mes jambes parce que j'avais vraiment très très mal, et du coup je croisais mes jambes parce que je ne pouvais pas tenir debout, et si je devais tenir debout, j'avais pas le choix, ben je croisais mes jambes en permanence et cette position elle était horrible. Enfin je croisais tout le temps mes jambes, j'avais trop mal, je pouvais pas rester debout, je faisais des malaises. Je me rappelle que voilà, en interro de maths, en interro d'un coup je faisais un malaise, j'avais envie de faire un malaise, je me sentais pas bien, j'avais envie de vomir, enfin voilà, donc
juste horrible. J'ai pas trop souvent après revomi, je crois, après mes premières règles, ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois après, mais voilà, c'était plus vraiment malaise, nausée, pas bien du tout, etc. Sachant que je ne prenais rien aussi, enfin c'était très rare que je prenais des Doliprane, etc. parce que je n'aime pas ça, donc ça me fait vomir en fait, donc je n'avais pas envie de m'infliger en plus des trucs comme ça. Donc voilà, jusqu'au jour où du coup ma mère m'a dit qu'on pouvait prendre la pilule, etc. etc. Un rendez-vous avec la gynéco et tout, et bah là c'est le jour où du coup en cours de maths vraiment j'ai senti que j'allais m'évanouir. Là j'ai dit non, c'est bon, stop, j'en ai marre. Je pense que ça faisait déjà 3-4 ans que je vivais avec ces douleurs là, parce que j'ai eu mes règles à peu près 12 ans. Ouais, je pense à 12 ans, je sais plus. Je pense que c'est ça, 11-12 ans. Et du coup j'ai commencé à prendre la pilule quand j'étais au lycée en seconde, donc j'avais à peu près 15 ans. Donc voilà, on va dire 2-3 ans avec ces douleurs là. Et du coup, on allait prendre rendez-vous avec une gynécologue qui m'a prescrit une première pilule qui s'appelle Triafénie. Cette pilule-là, elle ne te stoppe pas les règles, ce qui est bête parce que normalement, quand tu as des douleurs, le mieux c'est de stopper tes règles. Comme ça, tu n'as plus de douleurs, mais on va en parler. Mais du coup, elle m'a donné Triafénie. Donc voilà, c'était ma première pilule. Moi j'ai rien à dire sur Triafénie, franchement j'ai eu aucun effet indésirable, j'ai pas eu de prise de poids, j'ai pas eu de perte de poids, je sais pas quoi, j'ai pas eu de perte de cheveux, j'en sais rien, enfin tous les symptômes qu'on peut associer aux pilules, franchement je n'ai rien eu à part la diminution de mon acné parce que c'était surtout une pilule pour l'acné en fait, parce que bah oui forcément à ce moment-là j'avais aussi de l'acné, donc c'était plus une pilule pour ça, pour l'acné ça marche très bien. Si jamais vous cherchez une pilule voilà, contraceptif pour calmer votre acné, Triafémi c'est une pilule qui marche très très bien et qui moi personnellement ne m'a pas fait d'autres effets secondaires sur le corps. Attention parce que encore une fois ça peut être une pilule qui peut faire des effets secondaires sur quelqu'un d'autre, mais dans mon cas j'ai pas eu d'effet secondaire de cette pilule là. Donc voilà, j'ai gardé cette pilule pendant longtemps, mais comme je vous ai dit, Triafémi c'est une pilule où en fait vous avez vos règles, puisque c'est 3 semaines et après vous avez vos règles, vous prenez pas de cachet ni des placebos et vous avez vos règles. Et bah là encore j'avais mal. Au début ça allait, c'était pas des douleurs comme avant. Franchement je vomissais plus, je tombais plus dans les pommes, mais j'avais quand même très 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 mal. On va en revenir sur les symptômes après que j'avais, mais voilà, j'avais très très mal. Quand même, mais c'était moins qu'avant, c'était moins. Et puis au fur et à mesure que le temps passait, j'avais de plus en plus mal jusqu'à à peu près il y a 2 ans où vraiment c'était presque comme avant. Mes douleurs étaient presque comme avant. Je tombais pas dans les pommes, je vomissais pas, mais je sentais que la douleur s'était vraiment accrue, c'était vraiment beaucoup plus fort. Et là, du coup, j'ai entamé les démarches de voir un autre gynécologue, de changer de gynécologue, parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à mes gynécologues, écoutez, moi je trouve pas ça normal que j'ai mal en fait pendant mes règles. Est-ce que vous pouvez me prescrire une échographie pelvienne, un IRM? Elle m'a dit, oui, mais vous verrez, il y aura rien. Oui, mais vous verrez, il y aura rien, c'est dans votre tête, nanana. Sachant que j'ai d'autres symptômes qui se sont ajoutés, c'est aussi pour ça que je suis allée la voir en urgence un petit peu pour lui dire que je voulais absolument un IRM et un truc, et on va en reparler. Mais voilà, elle m'a dit oui, mais c'est dans votre tête, vous verrez. Du coup, j'ai fait ces examens-là. Dans l'IRM, on n'a rien vu, et je vais en revenir pourquoi après, mais souvent, c'est pas des examens qu'on voit, surtout à mon âge, un très jeune âge. Et à l'échographie, par contre, le médecin avait vu une potentielle adénomiose. C'est pour ça aussi que j'en parlais un petit peu avant, parce que voilà, lui, il a vu suspicion d'adénomiose, donc l'autre maladie. Bon, je vous invite aussi à vous renseigner si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'adénomiose. Mais voilà, il a dit que ça pouvait arriver aux jeunes filles, parce que normalement c'est souvent les madames qui ont des enfants, voilà, ou qui ont eu des enfants. Moi j'avais rien eu, mais ça peut quand même arriver aux jeunes filles, c'est pour ça que je vous le dis. Enfin bref, donc voilà, mais déjà au moins des médecins compétents qui m'avaient dit voilà, qu'est-ce qui se passe en fait. D'ailleurs pour l'échographie pelvienne, sachez que c'est un peu sur votre ventre et sur votre utérus, c'est avec le gel tout simplement. Et ensuite il peut vous insérer une machine énorme, enfin un gros truc à l'intérieur pour regarder plus en profondeur. Moi c'est ce qu'il m'avait fait parce que juste avec l'échographie et le gel il ne voyait rien. Il voulait s'assurer voilà, que soit il y avait rien, soit il y avait quelque chose. J'ai dit oui. Donc voilà, et c'est là qu'après il a pu voir que du coup il y avait potentiellement une adénomiose. Et l'IRM pelvienne, je sais qu'il y a beaucoup de conditions avant pour la faire, c'est-à-dire que vous devez mettre du gel, vous devez faire un lavement, vous devez faire plein de choses. Moi j'ai de la chance, entre gros guillemets, enfin voilà, j'ai pas eu de lavement à faire, etc. Juste j'ai eu le gel à insérer, c'est avec une grosse seringue, vraiment comme ça, une énorme seringue, avec du gel, il y a au moins, j'ai envie de dire, il y a presque 1 litre de gel, tellement c'était énorme, et vous devez vous insérer ça.
Voilà, pour l'échographie tout simplement, mais moi c'est le seul truc que j'ai eu. Ensuite on vous met une petite serviette, enfin une grosse serviette, une sorte de grosse couche pour si jamais ça coule et que tout ça, etc. pendant l'IRM quoi. Et voilà, mais c'est un peu paniquant de voir une grosse seringue comme ça en gel. Vous êtes en mode attendez, est-ce que je dois m'insérer ça in pussy ou genre je sais pas. C'est un petit peu impressionnant, franchement c'est impressionnant. Je trouve qu'on parle pas trop des examens gynécologiques justement de cet ordre là quand on a l'endométriose et tout. Moi je vous en parle vraiment vite fait, mais vraiment j'ai eu des petits examens. Je sais qu'il y a toute une panoplie d'examens pour diagnostiquer de ces maladies gynécologiques là. Il y a aussi un autre examen, je sais plus ce que c'est, j'ai plus le nom, et il y a aussi le test salivaire maintenant. Bref, et il y a plein de manières de se faire diagnostiquer. Voilà, je vous en parle très très vite fait, mais je trouve que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez parce que vraiment on peut vraiment être surpris de devoir faire un lavement. Bon j'ai pas eu, mais de devoir faire un lavement, des trucs comme ça, et t'es en mode mais quoi, mais comment ça, comment je fais, qu'est-ce que je fais. Je préviens, l'IRM ça dure quand même assez longtemps, enfin assez longtemps, je crois que c'est 15 minutes à peu près. 15 minutes vous êtes dans la machine comme ça, à IRM, vous êtes enfermé, vous devez pas bouger, etc. Des fois il faut faire des trucs de respiration, genre là vous respirez, là vous respirez plus, vous respirez plus. Donc voilà, c'est assez impressionnant, donc essayez de vous renseigner si vous pouvez avant de passer, parce que vraiment si vous vous renseignez pas et que vous arrivez, ça peut vraiment être, ça peut vous faire paniquer, c'est quand même un énorme examen qui fait assez peur. Et tout ça pour ne rien avoir après. Voilà, rappelez-vous, tout ça pour vous dire que vous n'avez rien. Cet autre gynécologue m'a dit, en fait mademoiselle c'est tout simple, vous devez juste prendre votre pilule en continu. Voilà, si vous avez mal quand vous avez vos règles, et si vous prenez votre pilule tout le temps, vous n'aurez plus mal. Tout simplement. Donc c'est là qu'il m'a prescrit ma pilule Triafémie à prendre sans coupure, à prendre en entier. Sachant que les doses de Triafémie sont dosées, c'est-à-dire que la première semaine est moins dosée, la deuxième elle est plus dosée, la troisième elle est encore plus dosée. C'est des pilules qui changent de couleur en fonction de la semaine que vous prenez votre pilule. Et du coup elles ont toutes une couleur différente. Il faut pas prendre à l'envers, genre vous pouvez pas commencer par le bleu foncé et après prendre le blanc. Il faut prendre le blanc et ensuite les autres. Voilà, c'est une pilule dosée. Je m'y connais pas en pilule, les pilules microdosées, les pilules qui ont ça, j'en sais rien, d'accord. Je vous dis juste ça. Ok, c'était si simple, fallait me le dire avant. Du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et dites-vous que pendant un mois complet, j'ai eu mes règles. Mais j'ai eu mes règles pendant un mois non-stop. Un mois non-stop, tous les jours. Tous les jours, j'ai eu mes règles, alors que je ne devais pas les avoir. Et des douleurs comme avant. Mais alors là, comme avant. Je pouvais pas marcher, je restais allongée, j'avais mal tout le temps. Et ça, c'était quand j'étais en Irlande. Vous savez, quand j'ai fait mon Erasmus en Irlande. Du coup, évidemment, je n'avais pas pris de serviette hygiénique. Parce que j'étais censée ne pas avoir de règles. Et vu que j'étais censée ne pas avoir de règles, je n'ai pas pris de serviette hygiénique dans ma valise. Je me suis retrouvée en panique en Irlande, obligée de devoir acheter des serviettes hygiéniques. Beaucoup. Totale panique, et tous les jours j'avais mes règles, tous les jours, ça s'arrêtait pas. À un moment je me suis dit mais ça va s'arrêter, c'est pas possible, tous les jours. Du coup en rentrant d'Irlande, j'ai rappelé mon gynéco, je lui ai dit en fait j'ai mes règles depuis un mois, il m'a dit ok vous arrêtez, vous la reprenez comme avant. Donc en fait ça n'a rien à régler, parce que quand je prenais ma pilule en continu, j'avais mes règles, et si je la prenais pas en continu, j'avais très mal aussi. Donc ça n'a rien changé. Du coup j'ai encore changé de gynéco, parce que à un moment donné, voilà quoi, ça saoule. Et là du coup je suis allée à l'hôpital. Tout simplement, radicalement, hôpital, gynécologie, hôpital. Et là du coup j'ai trouvé une nouvelle gynécologue qui là m'a prescrit une nouvelle pilule qui s'appelle Misolfa, vraiment comme les notes de musique. Cette pilule a un nombre d'effets secondaires terrifiants. Terrifiant, c'est-à-dire que j'ai comparé Triafémie et Misolfa. Alors vous savez quand même que les pilules généralement elles ont des listes, des couvertures où tu peux dormir avec d'effets secondaires, et Triafémie et Misolfa c'était la lune et le jour, enfin rien à voir. Misolfa en fait c'est tu peux grossir, tu peux maigrir, tu peux avoir telle maladie, tu peux aussi avoir telle maladie, tu peux avoir dépression, tu peux avoir telle maladie. En fait c'est tout et son contraire, c'est-à-dire que vraiment tu peux avoir beaucoup d'appétit, pas du tout d'appétit. C'est tout, en fait tout. Je crois qu'il n'y a aucun symptôme que j'ai pas vu. Il y a pas de symptômes que j'ai pas vu dans ce truc de jeu quand je l'ai lu. Carrément mon médecin, il m'a dit vous prenez Misolfa, il a regardé la liste des symptômes, il a fait oui madame, vous voulez pas savoir ce qu'il y a comme symptômes, comme effet secondaire. Mon médecin m'a dit ça. Et je lui dis mais si je sais, je l'ai lu. Parce qu'il m'a dit vous voudrez plus la prendre si vous voyez ce qu'il y a.
Voilà, du coup, depuis environ 3-4 mois, je prends Misolfa maintenant. Donc c'est une pilule du coup que je prends tous les jours sans arrêt. Il n'y a pas d'arrêt pour avoir de règles. Donc je la prends tous les jours. Elle est en 3 semaines. Donc il y a 3 trucs. Il n'y a pas d'effet de pilule fausse là. Donc voilà. Et pour le moment je n'ai pas d'effet secondaire. Enfin tout début j'avais la tête qui tournait. Je ne sais pas du tout si c'était lié à ça ou pas. En tout cas c'est parti. Donc j'ai pas d'effet autre secondaire, en tout cas on va dire dérangeant. J'ai des effets secondaires positifs comme l'acné, mais voilà, j'ai pas d'effets secondaires négatifs, et les positifs ils sont positifs et c'est très cool. Voilà, j'ai pas eu de prise de poids ni rien, enfin après je me pèse pas donc j'en ai aucune idée en fait, mais enfin voilà. Donc j'ai appris depuis 3 mois et là j'ai plus mes règles et enfin je n'ai plus mal. Voilà, parce que je n'ai plus mes règles, pour le coup c'est vrai, je n'ai plus mal, voilà. Par contre, si je rate un cachet, mettons, j'oublie d'en prendre un, là je vais ressentir des douleurs, et là je sais que ça veut dire que j'ai oublié un cachet, parce que du coup je ressens directement des douleurs quand j'oublie un cachet. Voilà, enfin directement, genre dans la nuit, je vais ressentir des douleurs, parce que du coup j'ai pas pris mon cachet, c'est assez rapide. Et par contre, des fois j'ai des douleurs quand même à la période pré-ovulation que je n'ai plus, enfin je n'ovule pas, parce que j'ai prends la pilule, mais ce qui se considérait être comme l'ovulation, j'ai des douleurs à ce moment-là. Et j'ai des douleurs généralement la semaine avant les règles aussi, ou la semaine où je suis censée avoir mes règles, enfin voilà, la 3e semaine quoi si vous voulez, la 3e semaine j'ai des petites douleurs, mais c'est vraiment tout petit, ça monte pas au-delà de 5 sur 10, le max que j'ai eu c'était 5-6 sur 10, où voilà j'avais un petit peu mal etc, j'arrivais pas trop à marcher, enfin j'arrivais pas trop à me lever, j'étais bien que en position assise un peu pliée, mais c'est une douleur que je considère voilà 5-6, c'est le max que j'ai eu. Et sinon franchement c'est très très rare que j'ai des douleurs, voilà c'est plus à ces périodes là et voilà, donc bref voilà pour mon histoire déjà, première partie. Pour refaire un point sur le diagnostic pour ces maladies là qui sont très compliquées, puisque du coup comme je vous avais dit vous avez le choix entre l'échographie pelvienne, l'IRM, et vous avez aussi d'autres comme le test salivaire, et vous en avez d'autres je pense pour savoir ce que c'est. Sachant que ça prend du temps et comme je vous ai dit on n'a pas souvent de résultats. Moi pour le coup l'IRM je n'ai eu aucun résultat, et comme je vous ai dit l'échographie pelvienne on a soupçonné une adénomiose. Pourquoi ces maladies on ne les voit pas? Déjà dans un premier temps ça peut être parce que vous êtes jeune. Il dit souvent que quand vous êtes jeune ces maladies là ne se voient moins. J'ai pas trop compris pourquoi, j'ai pas trop cherché à creuser pourquoi, donc je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais moi les médecins m'ont dit que à un jeune âge on peut pas avoir ce genre de maladie, et des fois il faut faire les diag beaucoup plus tard, quand on est un peu plus âgé ou quand on a eu un enfant etc, ça se voit mieux à ce moment là. Écoutez, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais sachez que c'est pas parce qu'on ne voit pas votre maladie à l'IRM ou à l'écho que vous ne l'avez pas. D'ailleurs c'est vraiment très important, parce que si vous souffrez, vous ne souffrez pas pour rien. Jamais. Jamais vous ne souffrez pour rien. Jamais. Je tiens à le dire, mais vraiment jamais. Et c'est pas parce qu'on voit pas votre maladie que vous inventez des trucs. Parce que voilà, les liaisons ne tombent toujours pas, elles sont pas toujours visibles. Même avec une IRM ou une échographie. En fait, ça prend plusieurs années à se faire diag, vous le savez très bien. Voilà, moi depuis mes 11 ans, j'ai attendu jusqu'à mes 22 ans pour me faire diag. Et encore, comme vous avez vu, je n'ai pas eu de résultats aux examens. C'est juste ma gynécologue qui a été très compréhensive et qui a dit écoutez, c'est pas parce qu'on n'a pas vu vos liaisons aux IRM que vous n'avez pas la maladie. Voilà, vous êtes jeune, ça peut ne pas se voir, et c'est pas parce qu'on les a pas vus que vous l'avez pas, donc vous l'avez. C'est très important de ne pas vous décourager. Je sais que c'est décourageant de ne pas voir aux examens, mais ça veut pas dire que vous l'avez pas. S'il vous plaît, insistez auprès de vos médecins, etc. C'est vraiment une maladie qui prend des années à se faire diagnostiquer. Je crois que c'est en moyenne 7 à 8 ans. C'est très long, et surtout quand on l'a jeune, et on l'a jeune parce que normalement généralement on l'a à la puberté. Encore une fois ça varie en fonction des femmes, mais voilà, vraiment je sais que c'est dur de pas être cru, d'être minimisé dans ces douleurs et tout, mais vraiment je sais que vous n'exagérez pas. Si vous avez mal, c'est pas que vous exagérez, qu'on ne voit pas, vraiment pas du tout. Les symptômes, il y en a plein comme je vous ai dit, ça peut être vomissement, ça peut être tomber dans les pommes, c'est des douleurs au niveau de l'utérus qui sont très fortes, au point de ne plus pouvoir se lever, de devoir rester couché, de ne plus pouvoir marcher.
comme je vous l'ai dit, de devoir traîner par terre, ramper par terre comme je l'ai fait. Ensuite, on a d'autres symptômes qui peuvent s'allier à ça. On a l'endobélie, donc c'est le fait d'avoir le ventre gonflé. Donc ça s'appelle l'endobélie. Ça peut être quand vous mangez quelque chose, quand vous ne mangez pas quelque chose. Ça peut être le matin quand vous vous levez, vous avez cette endobélie. Ça peut être le ventre gonflé en permanence. Ventre gonflé d'une femme enceinte d'environ 6 mois. Voilà, un énorme ventre qui va être très rond et qui peut être assez dur. Ou assez mou, ça dépend en fait, mais ça va être un ventre rond, voilà, qui peut être tout le temps. Ça peut être quand vous vous levez le matin, si vous avez rien mangé, vous pouvez avoir cette douleur là, moi je l'ai. Ça peut se venir n'importe quand, pendant les règles, mais même pas pendant les règles, tout le temps. Tout ce qui est constipation et diarrhée, donc ça va être constipation. Des fois il y a des femmes qui ont que la constipation, des fois il y en a qui ont que la diarrhée, mais généralement ça aussi entre constipation et diarrhée, c'est la diarrhée quand vous avez vos règles et la constipation tout le reste du temps. Et quand vous avez plus vos règles comme moi, ça peut être aussi, ça peut varier, diarrhée, constipation, c'est jamais un truc normal entre guillemets, voilà, c'est jamais normal. Ensuite il peut avoir des douleurs en bas du dos au niveau des lombaires, il peut avoir des douleurs au niveau des jambes, du bassin, voilà, il peut aussi avoir des douleurs quand vous faites pipi, parce que ça peut aussi, une maladie qui peut toucher l'urètre. Vous pouvez avoir mal au ventre quand vous faites pipi. Vous pouvez aussi, moi par exemple c'est mon cas, avoir mal à l'utérus quand je fais pipi. Donc ça veut dire quand je fais pipi, quand je vais aux toilettes, j'ai mal à l'utérus quand je fais pipi. Donc si la protalgie fugace, donc comme j'en ai parlé un petit peu dans mon podcast, c'est les douleurs au niveau des douleurs rectales en fait tout simplement, où c'est comme si on vous mettait un coup de couteau là où vous savez qui vous met à terre, ça peut faire très très mal. Moi l'année dernière je criais de douleur, je me retrouvais par terre d'un coup chez moi, voilà, d'un coup chez moi ça me le faisait et j'étais comme ça et hop je tombais par terre et je hurlais de douleur, je mordais des trucs. Ça me faisait extrêmement mal. Cette douleur elle peut être très 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 vive et pour moi je crois que c'est la pire. Je crois que je préfère avoir super mal à l'utérus, ne pas pouvoir marcher, être couchée à quatre pattes, que souffrir des douleurs rectales, de la protalgie fugace, parce que ça fait extrêmement mal et je ne veux plus jamais revivre cette douleur. Je vous jure que je préfère avoir 1000 fois mal à l'utérus qu'avoir cette douleur là, parce que vraiment d'un coup ça te le fait, tu te lèves, tu tombes, ça te fait super mal. Ça peut arriver n'importe quand, ça m'est arrivé plein de fois en public, quand je travaillais etc, au bureau et tout, ça me le faisait, c'était horrible. C'était horrible, vraiment, c'est une des pires douleurs du monde. Voilà, après évidemment il y a la fatigue chronique qui va avec, c'est qu'on est tout le temps fatigué, qu'on est bien dormi, qu'on ait bien mangé, qu'on ait bien bu de l'eau, je n'en sais rien, qu'on ait fait 6 siestes dans la journée, vous serez fatigué. C'est un des symptômes qui est le plus souvent, voilà, la fatigue chronique. Donc voilà, ensuite il y a plein d'autres symptômes, mais je voulais essayer un petit peu de parler des symptômes cachés qu'on parle pas souvent, dont la protalgie fugace, les douleurs dans le dos, les douleurs aux jambes, la fatigue, les douleurs quand on fait pipi, et voilà, puis après tout ce qui est un petit peu au niveau de ce qui se passe dans le ventre, donc voilà, l'endobélie, le fait de pas pouvoir forcément aller aux toilettes, etc. Il y a aussi des femmes, moi j'en souffre pas personnellement, mais qui peuvent aller faire pipi tout le temps. Ça veut dire que toutes les 10 minutes, 15 minutes, elles vont envie d'aller aux toilettes et ce n'est pas normal. Voilà, sachez que ce n'est pas normal si vous avez tout le temps, mais vraiment extrêmement envie d'aller aux toilettes toutes les 15-30 minutes, surtout 15 minutes, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc je sais aussi que c'est un symptôme, voilà, le pipi excessif. Ce n'est pas normal. Donc voilà, il y a plein d'autres symptômes, mais vu que je n'en suis pas atteinte, je ne saurais pas forcément vous dire ce qu'il y a d'autre. Ensuite, évidemment, un des symptômes qui est souvent très caché, c'est les douleurs pendant les rapports, donc les rapports intimes. C'est des douleurs qui sont souvent minimisées, cachées, mais en fait, on peut avoir mal pendant les douleurs. Donc comment ça se traduit? Généralement, ça se traduit au fond du ventre. Enfin, encore une fois, je parle pour mon cas, bien sûr. C'est au fond du ventre en fait que vous allez avoir mal, et on m'a expliqué, parce que je ne savais pas, que en fait si on touche lors de la P, si on touche au fond, en fait ça va toucher l'utérus qui va vibrer, et le fait que l'utérus vibre, et ça crée, en fait ça va faire vibrer les liaisons d'endomètre, enfin à l'endomètre, donc l'endométriose, ça va les faire vibrer, vu que ça fait vibrer votre utérus, et c'est là que ça va vous faire très mal. En fait c'est ça qui déclenche cette douleur quand on a
pendant les rapports, c'est ça qui déclenche la douleur, c'est le fait que l'utérus vibre et fasse voilà. Donc ça dépend souvent les positions qu'on va entamer. Mais voilà, du coup ça peut être aussi un symptôme qu'on parle pas souvent et surtout que ça peut être très très difficile parce que nous on culpabilise beaucoup d'avoir mal voilà parce qu'on a mal et c'est chiant. Et du coup on peut avoir très mal, culpabiliser, ça peut créer d'autres problèmes après, ça peut entraîner du vaginisme, moi c'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà, ça peut entraîner plein d'autres problèmes après parce que du coup vu qu'on a peur d'avoir mal, etc., voilà, ça peut entraîner plein d'autres trucs après qui ne sont pas forcément en rapport. Ça peut aussi entraîner une sécheresse, enfin voilà, ça peut entraîner plein d'autres symptômes difficiles de parler de ça à sa partenaire. Et aussi on a peur de pas être compris. Et j'ai vu que récemment il y a des gens, des partenaires qui ne supportent pas cette maladie en fait, qui sont en mode ah mais non je ne peux pas pouvoir sortir avec ça si t'as ça. Sachez que c'est très courant et je trouve ça horrible que vraiment tu vas dire à quelqu'un écoute genre voilà je suis atteinte de cette maladie là donc il y a certaines positions qu'on pourra pas faire. Quand on a l'endométriose il faut être un peu plus imaginatif pour les rapports. Donc voilà il y a certains trucs qu'on pourra pas faire, je vais avoir mal etc. Et sachez qu'il y a des gens qui disent ah bah non c'est trop compliqué, charge mentale, laisse tomber. Voilà, sachez qu'il y a des personnes qui disent ça, sachez qu'elles ne vous volent pas. Voilà, elles ne vous volent pas et c'est pas vous le problème. Voilà, ne vous forcez jamais si vous avez mal vraiment parce que ça fait très très mal et vous pouvez avoir mal pendant plusieurs jours après. Donc vraiment ne vous forcez pas et si la personne vous dit ça, qu'elle n'est pas prête à prendre en compte vos douleurs etc. Elle vous mérite pas tout simplement. Voilà. Enfin un petit peu parler des traitements mais aussi la réalité de ces traitements parce que je trouve que c'est un point très 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 important. Déjà comme je vous l'ai dit en traitement pour le moment grosso modo la plupart du temps ce qu'on vous propose c'est la pilule. Voilà ce qu'on m'a proposé à moi c'est de prendre la pilule en continu pour ne plus avoir ces règles. C'est le traitement qu'on vous propose le plus. C'est un des seuls traitements qui existent. Ensuite il y a la chirurgie pour enlever ces lésions. Et des fois il y a la chirurgie je crois pour enlever totalement tout me semble-t-il, je sais pas de bêtises, je ne sais pas, I don't know. Sachez que peu importe ce que vous faites, les trois, vous pouvez avoir des douleurs. C'est-à-dire que même si vous faites la chirurgie, vous enlevez les lésions, ces lésions peuvent revenir. Vous n'êtes jamais débarrassé de l'endométriose. Les lésions reviennent. Et si je crois que vous faites même la chirurgie pour tout enlever, vous pouvez quand même avoir mal, me semble-t-il, quand même. Mais en tout cas, c'est sûr que si vous faites la chirurgie, ne vous dites pas ah ça y est je suis débarrassée parce qu'il y a plein de cas où c'est revenu. Il y a des cas où c'est pas revenu mais il y a des cas où les lésions sont revenues. Sachez que les lésions d'endométriose aussi si je dis pas de bêtises elles peuvent s'atteindre autre part. Par exemple il peut en avoir sur les poumons, il peut en avoir dans le cerveau etc. Si je dis pas de bêtises. Les lésions d'endométriose ne sont pas forcément que sur l'utérus, elles peuvent être dans d'autres organes du corps et se trouver dans d'autres organes du corps. Ça veut pas forcément dire que ça vous fait mal au cerveau, genre, mais enfin voilà, ça peut être dans d'autres parties du corps. C'est-à-dire que vous prenez un de ces remèdes que vous serez totalement débarrassé des lésions. Voilà, très souvent, non, et on a encore mal. Donc la pilule, c'est ce qu'on propose le plus, voilà, pour les femmes qui veulent pas d'enfants, etc., ou pas tout de suite des enfants. On va vous proposer la pilule parce que c'est le plus simple, mais vous pouvez quand même avoir mal avec la pilule comme moi où j'ai des petites douleurs mais c'est vraiment largement supportable par rapport à avant. Mais vous n'aurez pas vraiment jamais plus rien. En fait vous n'aurez pas plus de douleurs au niveau de l'utérus. Par contre toutes les douleurs que j'ai parlé avant comme douleurs pendant les rapports ou l'endobélie ou le mal de dos ou le mal de jambe, vous pouvez l'avoir même en prenant la pilule. C'est juste parce que vu que vous avez plus vos règles, forcément ça va diminuer des symptômes. Mais tout ce qui est constipation, etc., douleur dans le ventre, endobélie, tout ça, ça va rester. Malgré tout, ça va rester. Donc sachez que la pilule, ça ne prend en charge qu'une partie de l'endométriose, on va dire la plus grosse, la douleur quand vous avez vos règles, parce que vous n'avez plus vos règles. Mais après, tout le reste des symptômes, donc la fatigue chronique, etc. par exemple, ça ne s'efface pas. Ah bah non! Mais non, mais sinon ce serait trop facile. Par exemple, pour calmer tout ce qui est endobélie, etc., vous savez tout ce qui va être les remèdes, les traitements avec la nourriture. Donc ça peut être des régimes particuliers, par exemple sans gluten, sans sucre, anti-inflammatoires, etc. Ça peut être plein de régimes qui peuvent être mis pour que vous souffriez moins de l'endobélie, etc. Donc c'est beaucoup anti-inflammatoire, etc., etc.
C'est insupportable, on va en parler. Ensuite, vous avez tout ce qui va être, donc voilà, ces restrictions alimentaires là pour calmer l'endobélie. Ensuite, vous avez tout ce qui est sport plus doux, par exemple faire du pilates, faire du yoga, faire des sports un petit peu plus doux, adapter votre emploi du temps quand vous avez vos règles ou quand vous avez mal, voilà, faire du yoga, faire du pilates, faire de la méditation, faire tout ce qui est de la détente, etc. Vous avez aussi des fois des séances de kiné aussi pour faire moins mal, et des séances de kiné avec une sorte de machine qui vient vous transformer, vous mettre de la chaleur un petit peu et tout ça. Enfin voilà, il y a plein de méthodes, évidemment il y a la bouillotte, etc. Mais voilà, il y a plein de méthodes de détente, d'apaisement, de méditation pour apaiser ces douleurs-là. Mais dans tous les cas, en fait, ça va être un nouveau mode de vie. Tous les traitements, c'est un nouveau mode de vie, parce que comme je vous ai dit, la pilule ne suffira pas. La pilule va calmer le plus gros, mais ça ne suffira pas pour le reste. Pour le reste, vous pouvez adapter la façon dont vous mangez, la façon dont vous pratiquez une activité physique, la façon de gérer son énergie. Enfin voilà, il va y avoir en fait toute une organisation de la vie autour de ces douleurs-là. C'est une manière d'organiser sa vie autrement. L'impact de l'endométriose sur la vie, sur le mental, c'est un vrai, c'est un vrai impact. Voilà, c'est vraiment quelque chose, ça peut vraiment avoir un impact sur ta vie. Ça va être de la charge mentale, l'errance médicale, la charge mentale constante, parce qu'anticipation de la douleur, ça peut être un isolement social, un isolement professionnel. C'est une maladie invisible qui prend toute la place, quoi qu'il arrive. Voilà, ça prend toute la place, ça prend toute la place, ça va prendre toute la place toute ta vie. Parce que charge mentale, si vous voulez manger d'autres choses, enfin entamer un régime, etc. pour avoir moins mal, ça va être de la charge mentale pour savoir quoi manger, quoi acheter, où acheter ces choses, comment les cuisiner si vous savez pas les cuisiner. Ça va être de la charge mentale pour anticiper la douleur. Est-ce que je peux aller à tel événement? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que là je vais pas avoir trop mal? Avoir toujours les médicaments sur soi. Et une charge mentale de médicaments à prendre, c'est une charge mentale d'organiser sa vie autrement, de savoir quoi faire, comment, quoi, à quel moment. C'est une charge mentale de les médecins ne vous croient pas ou les médecins ne vous entendent pas et vous avez mal. Ça peut être une charge mentale dans les rapports intimes que vous avez avec vos partenaires, donc bah, tout ce qui est prise en charge de la douleur, prendre tel truc, faire telle position, faire tel truc, faire pas tel à tel moment, à tel moment, à tel moment ou à tel moment. C'est une charge mentale de fou. Et ça sert à rien de commencer à faire des régimes anti-gluten, sucre, nanana. Ça peut vous aider, bien sûr. C'est prouvé que tout ce qui est anti-inflammatoire, pas de gluten, pas de sucre, ça aide vraiment. Mais sur le long terme, ce n'est pas possible. Et ces régimes-là ne sont pas faits pour faire tenir sur le long terme. Si vous voulez le faire de temps en temps pour diminuer votre douleur, franchement, c'est très très bien et faites-le. Mais sachez que ce n'est pas des régimes à faire sur le long terme. Tout ce qui est pas de gluten, pas de sucre, pas trucs anti-inflammatoires et tout, vous ne pouvez pas le faire tous les jours, tout le temps. Mais si vous le faites de temps en temps, c'est déjà très bien pour vous, et si ça vous fait du bien, tant mieux. Voilà, pour tout ça, c'est un petit peu long, j'essaie de faire aussi un petit peu court parce que je veux pas trop vous prendre la tête, mais c'est un sujet qui est très important, que vous connaissiez cette maladie ou pas. Il faut vraiment savoir tout ce que ça engendre en tant que charge mentale des personnes qui souffrent de cette maladie, de les aider au mieux, de les accompagner au mieux. Si vous avez un ami, une amie, un partenaire, une partenaire, peu importe, qui souffre de cette maladie, vraiment n'hésitez pas à l'aider à pouvoir un petit peu vous occuper à sa place de sa douleur, etc. Enfin vraiment n'hésitez pas à épauler la personne, parce que nous déjà quand on la vit on a beaucoup de charge mentale, et si les autres autour de nous ne nous aident pas, ça va être très compliqué. Maintenant l'endométriose a été reconnue officiellement comme un handicap, surtout au travail, parce qu'avec l'endométriose tu peux rater des jours, beaucoup de jours de travail. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'isolement au travail, parce que tu vas beaucoup rater de jours, donc tu vas rater beaucoup de choses. Donc c'est important d'accompagner les personnes qui ont cette maladie, ou toutes les autres, que ce soit SOPK, adénomiose et toutes les autres maladies gynécologiques qui existent. Ça demande beaucoup de charge mentale, donc n'hésitez pas à appeler ces gens-là. Et c'est pas parce que c'est une maladie à la mode, pas du tout, c'est juste qu'on en parle de plus en plus, qu'avant c'était tabou, les règles, etc., qu'on n'en parlait pas. Moi avant je pensais que toutes les douleurs que j'avais eues c'était normal. On ne parle pas d'à quel point il y a des douleurs qui ne sont pas normales. Avoir mal un petit peu, normal, c'est normal. Avoir tous les autres symptômes qui s'ajoutent avec, et des grosses douleurs au point de vomir, de tomber dans les pommes, de ne plus pouvoir marcher, ça ce n'est pas des douleurs normales. Voilà, de ne plus pouvoir aller à l'école non plus.
Voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez le droit d'insister auprès des médecins si jamais vraiment ils ne veulent pas vous prescrire d'IRM. Moi j'ai insisté, j'ai vraiment insisté. Donc insistez pour avoir vos examens. Insistez s'il n'y a pas de résultat, vous insistez pour refaire, vous insistez pour leur dire mais si j'ai ça, vous n'hésitez pas à insister, ils sont chiants, il y a beaucoup de médecins qui sont vraiment incompétents et ça m'énerve, mais insistez, insistez, insistez. Voilà, votre ressenti il est valide, vous n'avez pas à diminuer votre douleur, à minimiser ce que vous ressentez. Vraiment, peu importe ce que vous ressentez, c'est valide. Et surtout, vous n'êtes pas seul à être encore en errance médicale. Moi, je suis encore en errance médicale parce que je n'ai pas de diag vraiment. Enfin, j'ai un diag officiel, mais sur les papiers, il n'y a rien. Sur les papiers, il n'y a rien. Quand on regarde mes échographies et tout, il n'y a rien. Il n'y a rien de cette maladie. J'ai juste un diag officiel fait par ma gynéco. Et c'est tout. Donc vous êtes plein à être encore en errance, vous êtes plein encore à chercher ce qui se passe, etc. Ça prend des années, vous n'êtes pas seul. Je fais cet épisode aujourd'hui. C'est pas pour parler que de douleur, mais c'était surtout pour parler de tout ce qu'on ne voit pas. Donc c'est-à-dire l'attente d'avoir un diag, l'attente d'avoir quelque chose, l'attente de voir un médecin, l'attente d'être soigné. Le doute aussi, douter parce que moi j'ai beaucoup douté. Est-ce qu'en fait j'ai vraiment ça? En fait, est-ce que je me fais pas des filles? Est-ce que j'ai vraiment ça ou je suis folle ou j'ai un autre truc? Donc le doute, tout ce qui est fatigue, on est très très fatigué, de plus par la charge mentale et tout ce qu'on vit au quotidien avec cette maladie, surtout si elle n'est pas prise en charge. L'endométriose, ça ne se résume pas qu'à des règles douloureuses. Il y a plein d'autres choses. C'est une maladie qui peut impacter tout le corps, le mental, les relations, les projets et parfois même l'image qu'on a de soi-même. Donc voilà, donc j'espère qu'en partageant mon expérience, certaines personnes vont se sentir moins seules dans tout ce qui est ce combat pour l'endométriose et toutes les maladies gynécologiques, aussi plus écoutées, qu'elles se sentiront moins seules et aussi peut-être plus légitimes dans ce que vous vivez. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas vraiment que votre douleur mérite d'être entendue toujours. Et voilà, c'était vraiment important pour moi de faire cette vidéo parce que moi-même je suis encore dedans et c'est très compliqué. Je vous avais parlé aussi dans mon précédent podcast que moi la pilule c'est quelque chose qui me dérange beaucoup parce que il y a plein d'effets secondaires etc et que j'essaye encore de faire entendre ma voix pour arrêter la pilule parce que ça me fait peur. J'ai l'impression de prendre qu'il y a un alien qui rentre dans mon corps et c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Voilà, j'ai vraiment peur à chaque fois que je prends la pilule, ça me dégoûte, j'ai envie de vomir. À chaque fois que je prends un cachet, j'ai envie de vomir. J'ai cette sensation là et je suis encore très peu écoutée par rapport à ça. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent de l'endométriose et qui n'ont pas envie de prendre de pilule parce que on leur dit que c'est la solution la plus simple de prendre la pilule. Mais en fait, il y a beaucoup de femmes comme moi qui n'ont pas envie du tout de prendre la pilule. Et moi, j'en ai marre parce que ça fait presque genre 10 ans que je prends la pilule, je n'ai jamais connu mon corps normal en fait, je ne sais pas ce que ressent mon corps normalement, je n'ai pratiquement pas eu de vraies règles, voilà, j'ai eu 3 ans de vraies règles et c'est tout, et moi je suis persuadée que je préfère vivre avec mes douleurs, oui je préfère vivre en vomissant, je préfère vivre en faisant des malaises, je préfère vivre malade toute la journée en prenant des bons médicaments comme tout ce qui est les médicaments comme je vous ai parlé l'Antadis etc, même si moi l'Antadis me met mal donc du coup il faudrait que je prenne un autre médicament mais j'en ai déjà un qui s'appelle le acide folique je crois ou je sais plus quoi, enfin voilà. Mais je préfère vivre avec ça que vivre avec une sorte de corps étranger dans mon corps après la pilule. N'oubliez pas que ça peut être aussi positif pour des choses, comme pour limiter le cancer du col de l'utérus. Donc ça peut être utile pour des choses, et cette maladie-là en particulier. Mais je trouve que les femmes qui ne veulent pas prendre la pilule pour l'endométriose ne sont pas assez écoutées. Et moi, c'est ce que j'aimerais défendre maintenant, aujourd'hui, en plus de évidemment faire la lumière sur tous les symptômes cachés de cette maladie, mais aussi sur le fait qu'il y a certaines femmes qui ne veulent pas prendre la pilule et que ça devrait être ok en fait, et qu'on ne devrait pas leur proposer que c'est la seule solution, et qu'on devrait les écouter, et qu'on devrait au contraire les conseiller si elle ne veut pas prendre la pilule. Écoute, pour calmer tes douleurs tu peux aller voir plus de kiné, tu peux faire ça, si tu veux calmer tes douleurs tu peux prendre tel médicament, calmer tes douleurs tu peux faire tel pilate, tel yoga, en fait qu'on les écoute et qu'on leur dise pas tu veux des enfants? Non t'en veux pas? Du coup tu prends la pilule, c'est mieux puisque ça t'évitera un cancer du col de l'utérus. Voilà, moi j'aimerais vraiment me battre pour ça, que
Voilà, en fait, je suis vraiment en combat dedans, que bah, si y a des femmes qui veulent pas prendre la pilule, que ce soit leur choix, que ça soit ok, et que juste on les aide à pouvoir traverser leurs symptômes, même sans la pilule, même si oui, c'est beaucoup plus dur, parce qu'avec la pilule, t'as pas de règles, et c'est réglé, et t'as plus mal, mais je vous ai dit, il y a tous les autres symptômes autour qui restent encore, et que oui, sans la pilule, on aura mal, mais qu'on peut apprendre à gérer ces douleurs-là, et que ça peut aller mieux, surtout maintenant que l'endométriose, c'est reconnu comme un handicap, etc. Euh, Enfin bref, voilà, moi c'est mon combat d'aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ce petit podcast vous aura plu, que ça aura pu vous aider. Et voilà, votre douleur mérite d'être entendue. Toujours, n'oubliez pas, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Enfin, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast bientôt. Normalement, j'en ferai un tous les mois. Donc voilà, des bisous, au revoir.